Philippe Khalil a été élu à la présidence du Grand Port Maritime de la Guadeloupe. Il devance d'une voix Harry Chalus qui accuse le coup. Ce dernier dénonce un manque de neutralité de l'État. Un cachalot de 2 tonnes a été sauvé des eaux à Rivière-Sens à Basse-Terre. Piégé dans les filets des pêcheurs, le cétacé a pu reprendre le large grâce à des sauveteurs mobilisés pour le sauver. Récit de cet heureux dénouement avec Bénédicte Jourdier. Et la guerre contre le Zika continue. La communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre a lancé une grande opération de démoustication en nous occupant des cas Zika. Ce plan d'attaque expliqué par Isabelle Amont. Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver. On commence ce journal avec cette belle histoire qui aurait pu mal se terminer pour Barbara. C'est le nom de ce cachalot sauvé par des eaux par les équipes nautiques de la gendarmerie et les pompiers au large de Rivière-Sens à Basse-Terre. Récit de ce dénouement heureux avec Bénédicte Jourdier. Il y a un verre qui est encore plus serré. C'est un verre qui arrive entre les deux bleus là. Sur ces images, on aperçoit la queue du cachalot entravée par des filets. Pour libérer ce mammifère de 2 tonnes, 7 sapeurs-pompiers se sont mobilisés avec les conseils de Manolo Rinaldi de l'association Évasion Tropicale qui gère les échouages des cétacés. Donc un spécialiste des cétacés qui, tout au long des nombreuses heures de l'intervention, a su nous guider et interpréter les réactions du mammifère face aux différentes actions qu'on essayait de mettre en place. Donc petit à petit, avec énormément de précautions, puisque c'est quand même un animal de grande envergure et extrêmement puissant, donc il ne fallait pas blesser l'animal et il ne fallait pas blesser les agents engagés aussi. Vers 23h30, on a réussi à dégager Barbara. Barbara, c'est comme ça qu'on l'a appelée hier. On a réussi à la dégager, à la libérer de toute entrave et elle a pu rejoindre son groupe. Voilà. C'est depuis le bateau qu'ils ont pu couper le filet en faisant monter une partie de la queue de l'animal à bord. Une intervention assez périlleuse. C'est une première pour nous. C'est quelque chose qui n'est pas fréquent, mais qui arrive. D'ailleurs, à ce sujet, il est important de faire passer un message de prudence aux usagers de la mer qui pourraient se trouver confrontés à ce genre de situation. Et le message est qu'il ne faut pas essayer de se mettre à l'eau. C'est un animal extrêmement corpulent, protégé. Il faut faire extrêmement attention. La conduite à tenir est de contacter le réseau d'échouage de Guadeloupe, donc l'association Évasion Tropicale, et qui, eux, sont les seuls compétents à pouvoir mener à bien ce genre d'opération. Oui, ça se fait. L'animal a finalement retrouvé la liberté aux alentours de 23h. Franchement, c'est pas rien, c'est très particulier, on l'a dit. C'était une opération longue, qu'on est tout à fait fiers d'avoir réussi. L'émotion, oui, l'émotion, la récompense de voir cet animal, ce mammifère magnifique, nager libre autour de notre bateau, oui, ça va rester un très grand souvenir, une belle histoire. Voilà tout ce qu'il reste des bouts. Barbara, elle, a retrouvé les siens, restés à côté durant toute l'intervention. Le virus Zika provoque bien des risques de microcéphalie. Une étude réalisée par l'Institut Pasteur l'a confirmé. Depuis cette inquiétante révélation, les autorités ont redoublé d'efforts pour détruire les gîtes larvaires. Une vaste opération nommée en nous occuper des cas Zika a été déployée dans les communes de la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre. Reportage Isabelle Amont. Du porte-à-porte dans les rues de Vieux-Bourg à Morne-à-l'Eau, ces agents de lutte antivectorielle distribuent des tracts. Objectif, sensibiliser la population sur les dangers du virus Zika. Ces visites sont aussi l'occasion de repérer les lieux de ponte des moustiques. Chaque coin d'eau stagnante est scruté. À l'aide de la perche télescopique que voici, donc, on vérifie l'état des gouttières et des chéneaux pour savoir s'ils sont bouchés, s'il y a des feuillages, s'il y a autre chose, si c'est bien en pente, s'il n'y a pas des creux, pour voir s'il y a des larves de moustiques. Il est important de vérifier tous les gîtes, tels que les chéneaux, les gouttières surtout, qui sont placés en hauteur et qui sont difficiles d'accès. Donc il faut que les gens nettoient régulièrement, vérifient l'état de leurs gouttières afin de procéder au nettoyage ou à la réparation.
Il faut à tout prix empêcher les larves de se développer. On sait qu'aujourd'hui, c'est notre principal combat, c'est l'Aedes aegypti, qui se développe dans les récipients que nous allons laisser autour des maisons, dans les chéneaux, dans les gouttières, et que 90% des gîtes peuvent être traités sans produit. Alors c'est la raison pour laquelle nous menons toujours notre combat en porte-à-porte sur notre territoire à Morne-à-l'Eau pour donner des conseils aux gens, pour leur dire de protéger leurs fûts, de ne pas laisser de l'eau après des pluies, parce que 3-4 jours après les pluies, il faut passer autour de la maison avant un regard sanitaire pour détruire toutes les gîtes que nous pouvons rencontrer. Même un bouchon à soda peut devenir un gîte parce qu'un moustique peut pondre 200 œufs dans un bouchon à soda. Pour lutter contre les moustiques tigres, cette habitante du quartier adopte une méthode ingénieuse. Elle introduit dans ses réservoirs d'eau des guppies ou des golomines, ces petits poissons qui se nourrissent de larves de moustiques. Sans affecter par sa présence la qualité de l'eau, le poisson fait donc bien son travail. Pour cette habitante, c'est un moyen sûr de réduire la propagation du virus toute l'année. Je ne vois pas les larves puisque dès qu'il y a une ponte, les poissons les engloutissent, donc je ne les vois pas, je ne vois pas de larves du tout. Mais je ne sais pas si je n'avais pas fait ça, qu'est-ce que j'aurais eu comme moustique ici, puisqu'il y a des gens qui disent qu'il y a beaucoup de moustiques dans la zone, puisque nous habitons quand même une zone qui est dans l'environnement attire les moustiques, mais chez moi, je n'ai pas plus qu'ailleurs. En Guadeloupe comme en Martinique, le virus ne cesse de se propager. 112 nouveaux cas sur l'archipel guadeloupéen sont comptabilisés. L'annonce est tombée comme un coup de tonnerre pour Arichalus. Philippe Khalil a été élu ce matin président du conseil de surveillance de Guadeloupe-Port-Caraïbes à Pointe-à-Pitre. 9 voix contre 8 pour le président de la région. Arichalus accuse l'État de ne pas avoir respecté le principe de la neutralité en participant au vote. Philippe Khalil, proche de l'ancien président de région Victorin Lurel, a lui fait part de sa satisfaction à Isabelle Amou. On l'écoute. C'est d'abord une satisfaction d'avoir réussi cette élection qui était très serrée, et je voudrais remercier M. Chalus en retour qui m'a chaleureusement félicité, et je voudrais dire que c'est après un long travail de présence au port depuis l'année 2005 et ensuite de la présidence du comité d'audit, ce qui m'a permis de bien connaître tous les rouages du port et donc quelque part d'acquérir une bonne expérience de manière à donc présider le conseil de surveillance. Ce conseil de surveillance, comme vous le savez, doit arrêter la stratégie du port. Cette stratégie a déjà fait l'objet d'un plan. Un plan stratégique qui a été voté pour les années de 2014 à 2018. Il nous suffira d'affiner cette stratégie, de vérifier que cette stratégie correspond bien aux évolutions du marché et de faire en sorte que sur les 5-6 ans à venir, que les grands équilibres financiers soient respectés. Les producteurs d'ananas du nord de la Martinique sont en difficulté et ce depuis de nombreuses années. En 20 ans, la production a été divisée par 100. La filière rencontre de nombreux obstacles pour se développer, une concurrence plus compétitive et de nombreuses restrictions quant à l'utilisation de produits phytosanitaires. Aujourd'hui, les producteurs sont à bout de souffle. Le reportage d'Alwin Courcy d'ATV Martinique. Depuis 6h30 ce matin, et malgré la pluie, Jean-Claude et son équipe ramassent les ananas. Avant qu'ils ne pourrissent avec les intempéries, et pour faire face à une rude concurrence, il fait pousser une nouvelle variété. La Cône Victoria, c'est une variété qu'on essaie de faire, d'introduire sur le marché local, puisque bon, on a des difficultés avec des équipes pourries, qu'on n'arrive pas à maîtriser pour l'instant. On essaie de diversifier la variété pour le consommateur puisse trouver de l'ananas local sur les étals. Cultiver ce fruit est devenu un véritable parcours du combattant. Les nouvelles normes européennes interdisent l'utilisation des produits phytosanitaires, mais l'autorisent aux autres pays exportateurs comme le Costa Rica et Saint-Domingue. Pour Jean-Claude, c'est une manière de tuer les cultures locales. Les ananas importés ne sont pas traités de la même façon que nous ici. Ici, on n'a pas le droit d'utiliser, il n'y a aucun produit phytosanitaire homologué pour la production d'ananas, tandis qu'ailleurs, bon, les ananas sont traités matin et soir avec des produits phytosanitaires, ils sont grossis avec des phytosanitaires, ils ont même des antibiotiques dedans. Ça se voit, la filière d'ananas ne se renouvelle pas. Aujourd'hui, on a une quinzaine de producteurs d'ananas, dans la quinzaine, il n'y a que deux jeunes de 30 ans et tout le reste a plus de 50 ans.
C'est ça qui devient inquiétant. Réunis en coopérative, les 15 producteurs d'ananas martiniquais espèrent récolter plus de 500 tonnes cette année contre 320 l'an dernier. Une quantité dérisoire comparée aux 30 000 tonnes annuelles produites en Martinique au début des années 90. La fin du protectionnisme et l'ouverture du marché européen est passée par là. Aujourd'hui, plus de 50% des ananas consommés localement proviennent de l'étranger. Non seulement la main-d'œuvre est beaucoup moins chère, mais en plus le fait d'utiliser des produits phytosanitaires donc réduisent les coûts de production. Lorsqu'on doit par exemple désherber à la main, ça coûte beaucoup plus cher que désherber avec un produit. Donc ce qui fait que les produits, les ananas produits à la Martinique sont forcément beaucoup plus chers. Pour ne pas voir disparaître complètement les ananas cultivés en Martinique, une solution très simple permettrait de mieux orienter le consommateur au moment de l'achat. Ce que nous souhaitons, la Chambre d'agriculture et ce que nous avons effectivement invité les services de l'État à faire, c'est de respecter ou de faire respecter la règle concernant l'étiquetage. Si les produits sont étiquetés convenablement, nous avons l'assurance que le consommateur martiniquais préférera certainement manger le produit local. Une vente d'ananas au tarif préférentiel a lieu demain à la coopérative du Lorrain, une manière pour les producteurs de nous rappeler l'importance de consommer local. Depuis son enfance, il s'amuse à capturer les crabes, une passion transmise de père en fils. Il peut en attraper au moins 25 par jour. Bénédicte Jourdier a suivi Christian Jacobier en crabier-lait. Dans ce champ de 4 hectares, Christian installe ici et là une quinzaine de pièges. 2 à 3 fois par jour, il vient les relever. Il faut vraiment aimer, il faut ça a beaucoup de contraintes. Un système de boîte avec appât qui se referme sur la proie, le crabe blanc. Celui-là, c'est un mâle. C'est un mâle. Une fois le crabe récupéré, le piège est aussitôt remis en place avec un nouvel appât, un morceau de canne. Quand il sort, il fait qu'entrer dans la boîte. Et il y a le petit bout de canne à l'intérieur qu'il voit. Et quand il est dans la boîte, avec sa pince, il tire le bâton et hop, ça fait ça comme ça. Quand il tire, le crabe est à l'intérieur. Il chasse le crabe depuis l'âge de 13 ans. Une tradition devenue une passion pour cet agriculteur. En moyenne, il capture 25 crabes par jour. Depuis à l'âge de 11-12 ans que je commence à tendre mes boîtes. C'est mon père qui nous a initiés, qui nous a appris. Une autre technique plus simple consiste à coincer le crabe dans son propre habitat. Quand le crabe sort dans le trou, s'il touche ça comme ça descend haut et le crabe reste à côté du tout. Mais Christian ne chasse que les plus gros et laisse grandir les petits pour les générations futures. Puis vient le moment de déguster le crabe. Loïs Ignace a rencontré Franz Bénon, un restaurateur très connu, installé à la Maison du Crabe au Moule. Il a accepté de nous dévoiler sa traditionnelle recette du matété à crabe. Bon appétit si vous êtes à table. Fritz Bénon est éleveur de crabes. Il en possède des centaines dans son terrarium. Une cliente est venue récupérer sa commande ce matin. Elle ne veut pas son crabe vivant. Pour tuer ce crustacé, il suffit d'enfoncer la lame du couteau entre les yeux. Ensuite, le crabe va être nettoyé, brossé avant d'être cuisiné. Pour cette recette du jour, le matété à crabe. On enlève l'abdomen qui est ici. Ensuite, après, on l'ouvre. Voilà. On prend la graisse à l'intérieur. Parce que c'est vrai, sans ça, il n'y en aura pas de goût. Hein, après. Nettoyer, c'est déjà enlevé par ici, cette partie-là, qui s'appelle côté mandibule. Voyez-vous? On enlève les mandibules. Les oophages qui sont aussi à côté, tout ça s'enlève. Ensuite, après, on enlève les griffes. Alors là, maintenant, on peut les bosser. Hein? On va enlever l'excrément aussi dedans. On va bien voir. Il ne faut pas tout mélanger dedans. Donc là, c'est la graisse. On va le prendre. On le met de côté. Voilà. On met de côté toute la graisse. Voilà un petit peu. Voilà. C'est carapace. Ensuite, après, on va le mettre trempé pour le nettoyer, pour mettre remplir avec des cafards aussi après.
Direction la cuisine pour la préparation du crabe. On va préparer un matete de crabe. Voilà. Ça vous va. Un peu de sel aussi dedans. Voilà. Donc on commence à remuer tout ça. Donc comme je vous ai bien dit, donc là on est en train de préparer un petit matete de crabe. Alors le matete en fait c'est le crabe avec quelques bouts de lardon dedans, éventuellement aussi avec le riz aussi dedans. Notre matete est prêt déjà, donc là c'est impeccablement. Les plats sont dressés et généreusement servis avec le traditionnel piment qui relèvera ce plat si prisé. Dans un instant, nous découvrirons le cheerleading. Ce sport très répandu sur les campus américains s'invite en Guadeloupe. Et puis nous nous intéresserons également au tatouage, un véritable phénomène de société. En Guyane, une entreprise de cosmétiques s'est lancée dans le créneau du 100% bio, des composants issus exclusivement des plantes guyanaises. Reportage sur cette réussite 100% locale avec Xavier Paul Lepeletier d'ATV Guyane. Bakouri, Karnarouba, Mourou, des plantes bien connues des amoureux de la forêt et bientôt des femmes soucieuses de leur beauté, grâce à Enich et sa gamme de cosmétiques 100% naturels made in Guyane. Nous avons aussi le Lukuba, d'accord? Le Lukuba, c'est la base de tous nos savons. Il est cicatrisant et il est hydratant. Toutes ces matières premières viennent de l'Amazonie, précisément de Belém, d'accord? Il y a vraiment un procédé extraordinaire d'extraction à froid qui garde toutes les propriétés des matières premières. C'est au sein du laboratoire de son entreprise que sont confectionnés et conditionnés l'ensemble de ses tout premiers cosmétiques guyanais. Aujourd'hui, avec Cécile, c'est de l'huile de carapa pour les instituts de beauté. Donc j'ai calculé ma matière qu'il me fallait 1 gramme d'huile. On a remonté la température de l'huile pour qu'elle soit bien liquide et limpide. Et une fois que ça c'est fait, on peut rajouter l'huile essentielle. On agite bien pour que ça soit bien homogène. Je mets 100% de volume. 100% de volume, c'est 250 ml pour cette embouteilleuse. Pour Enich, maîtriser la pharmacopée est une affaire de famille qui lui vient de l'enfance. Une fois, j'étais jeune et puis j'ai arraché une dent. Et là, j'ai une hémorragie. Je pense qu'à peine 14 ans. Et mon père, il était allé au bout du jardin, il y avait un arbre, ça s'appelle l'acajou. Voilà, il a pris l'écorce d'acajou, il l'a mis dans l'eau, il a laissé tremper 10 minutes. Et après, il m'a donné ça, il dit tiens, tu fais comme bonne bouche. Et tout de suite, ça a arrêté le saignement. Et ça m'a énormément marqué. Déjà lauréate d'un prix d'entrepreneuriat, Enich a bien l'intention de séduire le marché des produits de beauté à l'international. Nous avons des clients en Martinique, nous avons des clients à Saint-Martin. Et là, nous sommes en train de prospecter des clients au Canada. Sur le site internet, il y a des ventes autant au Canada comme en Suisse, à l'international. Mais ça, ce sont des clients particuliers. Là, nous sommes en train de prospecter pour l'exportation, pour trouver des clients revendeurs aux distributeurs. Pour cet originaire de Belém, développer les savoir-faire guyanais reste une priorité, à l'image de notre bois de rose dont la qualité est inégalable, ou encore des éponges végétales, tout simplement en concombre longe séché. Avec l'éponge végétale, là nous avons... Un Français sur 10 arbore un tatouage, un chiffre qui monte à 20% chez les 25-34 ans. Véritable phénomène de société, le tatouage s'est banalisé ces dernières années. Mais derrière la rose ou le papillon gravé dans la peau se cache parfois un message plus profond. Reportage Linda Kayarzi. Du discret tatouage à l'épaule, à l'imposante figure recouvrant la moindre parcelle de peau, le tatouage est sur tous les corps. C'est devenu une accessoire de mode, juste pour le feeling, le plaisir, c'est tout. C'est ce que les jeunes aiment, le tatouage, c'est tout, il n'y a rien de spécial à rajouter. Purement esthétique ou symbolique, tout tatouage a une histoire. Alors à l'époque, c'était par un symbole d'amour. J'ai fait ce tatouage parce que mon papa ne m'a pas élevé. Donc j'ai mis ce tatouage
en me disant qu'un jour peut-être je vais peut-être le revoir. Ancré dans les mœurs, le tatou n'a rien d'un effet de mode. Après, c'est sûr que quand on en fait un, voilà, on a envie de continuer et d'en faire encore et encore. On vit dans un pays chaud, les gens sont très souvent à la plage, un peu déshabillés, donc le tatouage les intéresse quand même toute l'année en tant que parure définitive. On est dans une époque, à l'époque de l'obsolescence programmée, le tatouage est quand même quelque chose qu'on va garder toute sa vie et je pense qu'aussi c'est pas étranger au succès du tatouage actuellement. Le tatouage, un art à fleur de peau, où les tatoueurs se tiennent prêts à exercer ce grand art. On est à 100% dans la création. Même si tu viens avec un motif que tu as trouvé ailleurs et que tu veux te faire reproduire, on va le redessiner pour que ce soit un modèle unique. On ne fait que du modèle unique, puisque je pense que personne n'aimerait se retrouver sur la plage avec le tatouage de quelqu'un d'autre. Des tatouages qui révèlent finalement beaucoup plus de nous qu'ils ne pourraient nous l'avouer. Femme de caractère et de cinéma, elle a été choisie pour présider le jury du festival Prix de cours. Firmin Richard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Le festival a déjà commencé officiellement mercredi soir dans les 3 départements, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Que pensez-vous de la sélection de cette année? Quel est votre avis? Nous avons visionné vraiment un très bon cru. Nous sommes un jury féminin. Oui, exclusivement féminin. Exclusivement féminin. Et c'est un hasard, paraît-il. Et nous avons vraiment vu de très belles choses. Ça a été l'objet de discussions enrichissantes avec mes co-jurés. Et vraiment, je peux dire que nous espérons que le palmarès que nous aurons décidé, que nous aurons à vous livrer demain. Avez-vous été surprise et agréablement surprise? Oui, oui, par la qualité du travail de ces jeunes réalisateurs, parce que je sens que nous avons vraiment de futurs réalisateurs. Et dans tous les genres, même si ça ne nous plaît pas, on sent le travail bien fait. On sent la volonté aussi de faire. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faudrait donner à nos jeunes la possibilité de travailler, parce que chez nous on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il faut leur donner la possibilité de faire des films pour qu'ils soient aguerris et pour pouvoir se retrouver, être confrontés avec les plus grands. Firmin Richard, les comédiens noirs sont sous-représentés dans le cinéma français. Est-ce que cette génération a des chances de faire sa place? Mais nous l'espérons. C'est ce que nous espérons, parce que de toute façon, il faut du sang neuf dans le cinéma français. Et nous avons des histoires à raconter. Avec l'exemple de Lucien Jean-Baptiste, on a vu que l'histoire de cette famille noire est universelle, concernait tout le monde. Donc, nos histoires... à son film, Dieu merci, qui retrace sa propre histoire. Aussi sa propre histoire. Donc, je pense que nous, ici, nous avons de belles histoires à raconter au monde. J'ai tendance à dire que nous avons reçu beaucoup d'images jusqu'à présent, mais nous aussi, nous avons nos images à montrer au monde. Donc, ce que j'espère, c'est que ces films que nous avons primés vont être diffusés par-delà l'Atlantique. De nombreux Afro-Américains, dont Will Smith, ont boycotté la cérémonie des Oscars récemment. Vous, en France, quelle était votre position? Vous avez nous ne sommes pas dans la même... si vous voulez, Lucien l'a bien dit lors d'une interview, nous, en France... Nous ne sommes pas du tout dans... Nous ne sommes pas au niveau, effectivement, des Américains. Les Américains ont fait un travail que les Français refusent de faire ici. Les Américains auriez-vous aimé faire ce travail? Non, mais les Américains ont d'abord mis en place des quotas. Si bien qu'on a vu émerger beaucoup de grands comédiens. Faut-il l'imposer en France? En France, on ne le fait pas. Les Français ne le veulent pas. Les Français ne le veulent pas. Les comédiens noirs le veulent? Oui, bien sûr. Au début, il y en avait qui n'étaient pas pour. Et finalement, on a compris que si c'est le chemin à faire, la marche à suivre pour imposer des cinémas, on nous sortait effectivement beaucoup d'arguments dans une république. Enfin bref, on se rendait compte que finalement c'était de faux arguments. S'il faut mettre en place des quotas pour avoir effectivement de bons comédiens, je pense qu'au fur et à mesure, les mauvais s'élimineront d'eux-mêmes, mais il en sortira de très bons comédiens. Il faut donner aux gens l'occasion de travailler pour qu'ils s'améliorent de toute façon. Donc, pour moi, j'ai toujours été pour les quotas dès le départ. Et si nous l'imposons, si on arrive à faire ça en France, pourquoi pas?
Avez-vous le sentiment que depuis ces événements aux États-Unis, quelque chose a changé en France? Non, ce ne sont pas les événements des États-Unis qui vont faire changer quoi que ce soit. Il faut qu'il y ait une politique dans ce sens-là ici. Parce que des réunions autour de cela, nous en avons fait tout le temps, on en parle et on pensait que ça n'a jamais fait. On espère, parce que maintenant, ils mettent en place, effectivement, ils disent maintenant avec la nouvelle direction qu'ils veulent de la diversité. Espérons que les actes, les paroles sont suivies des faits et qu'il y en aura. Mais ça, on en entend. Depuis que je suis arrivée, ça fait 25 ans, j'ai toujours entendu cela. On a fait des réunions, les gens les mieux représentés, représentatifs comme moi, par exemple Francis Obda, Greg Germain, on a fait des réunions à France Télévisions et ça n'a rien changé. Donc, espérons que maintenant, les gens ont vraiment envie de faire ce qu'ils disent. Quel serait le plus du cinéma antillais? Que pourrait-il apporter au cinéma en général? Nos histoires, notre culture, ce que nous sommes. Nous vous acceptons celle des autres. Vous avez rencontré ces jeunes réalisateurs. Comment vous ont-ils reçus? Sont-ils admiratifs, avides de conseils? Non. Non, ce n'était pas le but. Là, de toute façon, je n'avais pas contact. Les réalisateurs ont bien respecté, effectivement, le jeu. Ils ne sont pas venus nous voir. Maintenant, ils viendront certainement, après la proclamation du palmarès. Et pourquoi pas, toutes les personnes qui sont avec moi, qui font partie du jury, que ce soit la représentante de Canal de Guadeloupe Première, Josie Budon, Myriam Badia, Patricia Montpierre, ce sont des gens. Alors nous avons aussi une jeune, Stomy, qui est aussi une chanteuse et qui sait de quoi elle parle aussi. Toutes ces personnes-là peuvent discuter de cinéma avec les jeunes réalisateurs. Donc, s'ils viennent à nous, ils nous demandent des conseils, on leur dira ce que nous pouvons à notre niveau. Je pense qu'il y a aussi une méconnaissance, c'est-à-dire que les jeunes réalisateurs ne savent pas toujours le circuit à emprunter pour pouvoir faire leur film. Je pense qu'ils vont avoir, avec ce qui se met en place maintenant, des renseignements qui leur sont nécessaires. Que vous avez ouvert la voie. Firmin Richard, merci d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous. Est-ce que vous connaissez les cheerleaders? Les quoi? Les cheerleaders. Non, il s'agit d'un sport. J'ai juste vu vous savez, tout à l'heure. Ce sont les filles, les pom-pom girls qu'on retrouve dans les stades américains, sur les campus universitaires. Elles chantent, elles accompagnent, elles encouragent comme ça leur équipe. Le phénomène s'invite en Guadeloupe. Démonstration au lycée Yves Le Borgne de Sainte-Anne dans le cadre de la Semaine des Arts avec Karen Diama. Pour clôturer sa semaine dédiée aux arts, le lycée Yves Le Borgne a proposé à l'ensemble des lycéens une prestation tout droit sortie des États-Unis. Le cheerleading, c'est de la danse acrobatique qu'on voit souvent dans les matchs de basket aux États-Unis et ailleurs, des jeunes filles qu'on appelle des pom-pom girls qui viennent un petit peu ponctuer la représentation. Donc dans le lycée, il y a ce club de cheerleading qui existe depuis la rentrée et elle travaille sur pas mal de chorégraphies et je me suis dit, pourquoi pas, c'est la semaine des arts, la danse, c'est les arts. Et pourquoi pas proposer une animation cheerleading pour la Semaine des Arts. Plus qu'une distraction, le cheerleading est une discipline qui allie sport et danse et qui nécessite un entraînement rigoureux. On a des entraînements, on a environ 3 heures par semaine si on compte les heures d'échauffement. C'est le lundi et le mardi de 12 à 14 heures dans une salle d'entraînement au lycée. Et pour les entraînements, on a commencé vers la fin de l'année, donc novembre-décembre. Tous en tant qu'équipe, parce qu'au complet, avant on faisait des petits ateliers, mais on n'avait pas vraiment décidé de monter de chorégraphie. Et du coup, ça a commencé à se mettre en place dès le mois de novembre. Scolarisée en France métropolitaine avant de rejoindre la Guadeloupe, Johanna pratiquait déjà le cheerleading et a souhaité partager une pratique encore méconnue dans le département. En arrivant en Guadeloupe, comme c'était un sport qui n'existait pas ici et qui se développe très très peu en France et encore moins en Guadeloupe parce qu'il y a pas d'équipe. Quand j'ai cherché à rejoindre une équipe et que je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas, je me suis dit je vais monter ma propre équipe toute seule. Et donc du coup, j'ai recruté des gens de mon lycée, des filles qui étaient motivées et en qui je pouvais avoir confiance pour créer cette équipe au sein du lycée. Une équipe composée de 16 filles et de 4 garçons. À la base, on a commencé ça parce que c'était une UNSS comme les autres. C'était fun et on n'avait jamais vu ça. On avait déjà vu ça à la télé, on s'est dit ça peut être marrant. Puis au final, entre 2 cours, on a trouvé ça marrant, donc on est resté. Et au final, c'est un sport tout à fait respectable et j'ai bien fait d'y rejoindre, je suis content. C'est autant physique que technique et il y a une part artistique très sympa. Bien que l'équipe de cheerleading soit toute récente,
Johanna fonde déjà de grands espoirs en elle. J'espère que ça va se développer, qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont nous rejoindre ou être intéressées par ce sport. Ça me plairait d'avoir une très grande équipe à l'échelle des équipes américaines. Ce serait vraiment quelque chose de sympathique à créer et à innover en tout cas en Guadeloupe. Et puis j'espère que ça va continuer et qu'elles en garderont un bon souvenir. Bien connu pour ses activités culturelles, le lycée Yves Le Borgne aura véritablement fait émerger un nouvel art. Comptez entre 4 000 à 8 000 euros pour acheter un jet ski d'occasion. La machine n'est pas à la portée de toutes les bourses. À l'occasion du championnat du monde de jet ski qui se déroule en ce moment même sur la plage de Viard à Petit-Bourg, ATV Guadeloupe s'est intéressé à cette pratique sportive. Est-elle, selon vous, réservée à une élite? Vos avis ramenés par Patrick Curie et Nathalie Dinan. Oui, ça m'intéresse, mais pas au sens profond du terme. Ça me fait plaisir de voir effectivement des machines sur l'eau, tout ça. Ça montre effectivement que bon, il y a un progrès technologique. Ça permet aux jeunes de voir qu'il y a beaucoup de choses nouvelles. C'est bon dans notre archipel qu'il y ait cette chose. Oui, c'est possible que j'y aille. Avec des potes? Ouais. Et qu'est-ce que tu vas y faire? Justement, je reste avec eux, profiter du moment, voilà quoi. Non. Non, ça vous intéresse pas? Si, mais on n'a pas le temps pour ça. On va à Margalante. Oh, mais pourquoi ça n'intéresse pas? Mais c'est beau à voir, la mer est belle, il y a beaucoup de sport, c'est bien intéressant. Et puis après, quand on va à la mer, on rencontre des gens, on discute, c'est bien. Bon, on s'amuse bien. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Les engins sous la mer, c'est vraiment extraordinaire. Non, je ne pense pas. Tout le monde peut y participer, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Ah, c'est pas que ça intéresse tout le monde, moi, ça m'intéresse, moi. Ah ouais, j'aime ça. C'est que je ne vais pas tout le temps, tu vois, mais ça c'est un truc important, ça. La compétition, tu vois, elle-même, il y a tous les champions du monde viennent là, tu vois. Et c'est ce plan d'eau-là, ils adorent ça, là. Ah bah, j'ai déjà, pour qui j'essaye, parce que l'oreille, là, par contre, maman, madame, ça va manquer là. Bon, ça ne m'intéresse pas tellement trop. Non. Non, ça ne m'intéresse pas tellement. Ces engins-là, ces machines-là, mais on va connaître ce bouc-là. On va pas bien malheureux, mais on va regarder ces machines-là. On va payer à deux pour malheureux. Moi, sans malheureux, on peut payer à deux. Mais très bon. Ça a fait une économie pour la commune là. Bon, touristes là, on va regarder. Parce que sans touristes, ça n'a rien à faire. Mais je ne suis jamais allé. Et pourquoi? Parce que c'est lui qui dort toute la journée, ils ne veulent pas aller m'emmener. Eh bien, moi, j'irai ces jours-ci. Je pense que c'est vraiment un bon moment, c'est super, c'est pour tout le monde. Oui. C'est la joie. Il y a tellement de violence autour de nous. Moi, je pense qu'un moment de plaisir et de joie est toujours le bienvenu. Et l'équipe d'ATV était à la 3e étape de la Carujet 2016 qui s'est déroulée ce matin entre Petit-Bourg et Sainte-Anne. Une étape remportée par le Français François Médory. Retour sur cette épreuve avec Yvan Lemar et Moïse Dexter. 3e étape de cette Carujet 2016, Viard, Saint-Louis, Sainte-Anne, un parcours long de 65 km. Après 52 minutes et 36 secondes de course, François Médory franchit la ligne d'arrivée. Je suis parti à fond, j'avais à cœur de faire un bon résultat par rapport à mes 2 manches d'hier où j'ai pas très bien navigué. Là on a réglé les problèmes, j'ai attaqué tout le long et finalement je gagne, je suis content. François Médory remporte cette 3e étape, il est suivi d'Alexandre Barré et Teddy Ponce. Le premier Guadeloupéen, Cédric Ramassamy, termine 4e. Écoutez, c'était assez difficile pour le retour. Monter Margalante, c'est bon, on a l'habitude de le faire, je connais le cap. Le retour, je suis descendu trop bas un moment, après je suis monté à Péry-Vacances. J'ai perdu beaucoup de temps. Et quand on fait trop de parcours, on n'a pas assez d'essence. Quand j'arrive à peu près à 10 km d'ici, j'ai pas assez d'essence pour pouvoir attraper les premiers. Donc je suis obligé de rouler à mi-gaz pour pouvoir assurer au moins de rentrer, quoi. Chez les amateurs, Armand Ribot termine premier devant Jimmy Licaon et Fabrice Granger. Chez les atmosphériques, Cyril Lemoine devance Vincent Thomas et Didier Merle des Îles. Et Yvan Lemar et Moïse Dexter étaient également à la 4e étape de la Carujet, qui est un parcours long de 22 km entre Sainte-Anne et Viard. Elle a été remportée par le Guadeloupéen Pascal Gounouman. On regarde tout de suite leur reportage et leurs belles images. Pour cette 4e étape,
Les pilotes devaient parcourir 22 km entre Sainte-Anne et Viard. Pascal Gounouman est le premier à boucler l'étape en 15 minutes 23 secondes. Ce matin, c'était pas super, je n'étais pas à l'aise dans les conditions sur la montée de Marie-Galante. Mais bon, avec la rage, il a fallu au moins gagner une étape. Et puis, je suis super content, au moins pour la CNBD, et puis pour le team et tout ça. Pascal Gounouman remporte cette 4e étape devant François Médori et Yann Pounama. Au classement général, Alexandre Barré reste en tête devant François Médori et Teddy Ponce. Yann Pounama, premier Guadeloupéen, est 4e. Chez les amateurs, Pierre Claret gagne la 4e étape devant William Loupen et Jimmy Licaon. Au classement général, Hugues de Grandmaison est en tête, suivi de Jimmy Licaon et William Seal. Chez les atmosphériques, Cyril Lemoine remporte la 4e étape devant Vincent Thomas et Vincent Caram. Au classement général, Cyril Lemoine est leader, il devance Vincent Thomas et Didier Merle-Désir. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. L'association des usagers des eaux de Guadeloupe organise demain son assemblée générale de 9h à 13h à Baie-Mahault, à la maison du quartier du Bourg, rue Saint-Jean-Jaurès. L'occasion de faire le point sur les actions déjà menées sur le terrain. L'association invite la population à prendre part aux discussions. C'est la fin de notre édition locale et régionale. Dans un instant, questions directes présentées par Eddy Planté.